Donc bonjour à tous et à toutes, merci d'être là. Nous allons avoir deux communications, l'une faite en solo, l'autre en trio, je vais dire en trinité presque. La première communication par Mauve Létang va porter sur une approche distanciée, voire critique, de ce qui est pourtant souvent présenté comme étant une sorte de paradigme de l'excellence environnementale, à savoir l'écotourisme. Et elle nous indiquera que cet écotourisme pose des problèmes de différence, voire de conflits, qui ne recouvrent pas les habituelles catégories de conflits classiques tels que ceux qu'on a vus tout à l'heure, entre classe sociale, entre genres, entre races. C'est beaucoup plus compliqué que ça et son intervention risque d'être absolument passionnante. La deuxième intervention sera en trio et elle aura plusieurs intérêts pas très habituel, donc intéressant. D'abord, il y a une multidisciplinarité dans les auteurs, puisque ce sont des gens qui ont des formations très distinctes les unes des autres. Ensuite, il y a un côté qui est assez sympathique, c'est qu'il y a une nette tonalité méditerranéenne. Vous voyez, c'est entre Toulouse et Marseille, et ça va un petit peu nous changer des pays du Nord qui vont être froids ou de l'Himalaya qui risque d'être un peu neigeux. Et ensuite, ça repose sur une expérience de terrain qui est partagé sous différentes formes dans un port que je vous conseille de visiter si vous en avez le temps, qui s'appelle Cassis. Donc on devrait avoir un moment extrêmement intéressant. Alors après ça, je vais simplement vous dire que je leur passe la parole et je vais juste être un petit peu pénible sur le respect du temps imparti de façon à ce qu'on puisse discuter. Mauve, à toi. Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous présenter aujourd'hui une communication qui porte sur l'écotourisme comme nouvelle forme de micro-environnementalité, en prenant l'exemple d'une communauté rurale de l'Himalaya indien. Donc, tout d'abord, je vous présente la zone d'étude qui en fait se situe dans l'état de l'Uttarakhand, au nord-ouest de l'Inde, dans l'Himalaya, et qui se situe à la frontière entre le Népal et la Chine, et donc en fait une position complètement géostratégique déjà et c'est pour ça qu'il y a eu en fait le développement d'un commerce frontalier entre la Chine et l'Inde. Et suite à l'invasion de la Chine sur l'Inde en 1962, la frontière a été fermée, ce qui a privé en fait les populations locales d'un apport économique très important et a nécessité la mise en place de politiques de développement par l'État central, comme par exemple des quotas réservés pour les emplois dans les administrations ou encore le développement du tourisme. Ici, il sera juste question en fait, d'un village qui s'appelle Sarmoli. Alors pourquoi l'environnement est important à Sarmoli ? Au moins pour deux raisons. Déjà parce que l'environnement est une question très importante dans l'Himalaya. Parce que la chaîne de montagnes en fait fait partie est un des 30 hotspots de la planète, ce qui signifie qu'il a une diversité biologique très importante, mais que 70% au moins de cette diversité biologique est menacée. Et aussi parce que dans les années 70-80, il y a eu une théorie catastrophiste de la dégradation des milieux qui a été mise en avant par différentes sphères, qu'elles soient politiques, médiatiques ou scientifiques, et qui consistait en fait à condamner les pratiques paysannes et à être très pessimiste quant au devenir des milieux himalayens. Une autre raison pour laquelle l'environnement est très important ici est le fait qu'en Uttarakhand, donc l'état où se trouve le village de Sarmoli, les ressources naturelles, la gestion des ressources naturelles par les communautés et de façon participative est très ancienne. Pour une raison au moins, c'est que les populations locales sont très dépendantes des fruits, que ce soit des fruits donc, de la forêt, par le biais de prélèvements de bois de fourrage, de chauffe ou d'œuvres, mais aussi très dépendantes du fruit de l'agriculture dans un contexte d'agriculture vivrière. Du coup, suite à ça, en fait, donc, la gestion par les communautés rurales date de 1931 et fait suite à diverses luttes paysannes contre l'État colonial britannique qui réservait les espaces forestiers à des fins commerciales et a été aussi rendue très populaire par le mouvement Chipko dans les années 70 qui a été mis en place par des élites rurales gandhiennes qui consistait en fait à
à ce que les populations encerclent des arbres pour éviter leur abattement par une usine de raquettes de badminton. Bon, et donc à Sarmoly, il y a divers acteurs qui parlent de l'environnement, qui ont des récits à propos de l'environnement. Je ne vais pas tous vous les présenter, mais je me suis en fait attachée surtout à des récits d'un même groupe d'acteurs. Donc c'est les acteurs qui participent au programme d'écotourisme, qui est en fait un homestay programme, qui est l'équivalent des chambres d'hôtes, et qui tiennent chacun, en fait, il y a 2 sous-catégories d'acteurs, et chacun de ces sous-catégories tiennent des discours différents, des récits différents à propos de l'environnement. Je les ai divisés en 2 sections. Donc, d'un côté, les propriétaires de homestay qui sont aussi militants, et de l'autre côté, juste les propriétaires de homestay. Et j'ai distingué 3 types de récits à propos de l'environnement à Sarmoly, que j'ai décidé de classer selon un ordre allant du plus excluant de l'homme dans le processus de gestion et de décision des ressources naturelles au plus intégrateur, avec un premier récit qui est celui de la protection, qui consiste à dire qu'il faut protéger l'environnement contre les actions humaines qui sont considérées comme une menace. C'est très clairement le récit de la Deep Ecology. Ensuite, le récit sur la préservation, qui est de considérer que l'humain peut adapter ses actions à son environnement pour maintenir un équilibre supposé de cet environnement dans une approche très anthropo-systémique. Et enfin, les récits de conservation et de restauration qui ont pour but d'intégrer l'entité biophysique au développement, et dans ce cas-là, le citoyen est enrôlé dans un processus très participatif où il doit mener des actions pour conserver et restaurer son environnement dans un but de continuité temporelle pour les générations futures. Et donc, dans mon groupe d'acteurs de l'écotourisme, les 2 sous-catégories tiennent 2 discours différents. Donc, l'un tient le discours de la conservation pour les propriétaires de homestay et les militantes, et le deuxième tient un discours de préservation. Donc, je vous présente rapidement le programme d'écotourisme de Sarmoly. En fait, il est géré par un groupe de femmes, un collectif de femmes, d'une quinzaine de femmes qui se réunissent toutes les semaines pour parler des problèmes sociaux de la communauté. Donc, elles militent pour les droits de la femme, pour tout un tas de droits sociaux, et aussi pour l'environnement. Le but de la mise en place de ce programme d'écotourisme est la diversification économique des foyers, de promouvoir aussi l'indépendance financière des femmes, mais aussi de présenter une culture et un rapport d'une population à une forêt et à la terre, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, les moyens de subsistance, et de participer aussi à des activités pour l'environnement, enfin pour la conservation et la restauration de l'environnement. Alors, comment expliquer en fait la différence de récit environnemental au sein d'un même groupe d'acteurs? Et selon moi, en fait, cette différence, elle tient parce que il y a une différence de dépendance aux moyens de subsistance, donc de dépendance par rapport à la forêt et par rapport à l'agriculture vivrière. Parce qu'en fait, les militantes qui sont à l'origine du programme de homestay sont aussi, donc c'est 3 femmes, et sont aussi des femmes qui détiennent le plus de terres au sein du village. Et donc, par le biais du métayage ou par le biais de la location, elles peuvent avoir en fait un capital économique extérieur et préexistant à l'activité de homestay. Et donc, je me pose la question de savoir si, par exemple, l'écotourisme n'est pas une nouvelle forme d'environnementalité. L'environnementalité, en fait, c'est de la gouvernementalité environnementale, j'utilise les 2 mots. Et selon moi, c'est quand le récit, en fait, devient un discours, que cela devient une gouvernementalité environnementale. Donc, la gouvernementalité, c'est un terme qui a été introduit par Foucault dans ses cours au Collège de France, et en gros, c'est la conduite des conduites, les actions sur les actions, qui ont pour but de persuader plus que de contraindre. L'environnementalité, ça a été introduit par Agrawal, qui est un spécialiste de la région et qui, en fait, le définit comme étant
l'analyse des technologies et des tactiques qui permettent de créer des sujets concernés par l'environnement. Donc il y a un gros processus de subjectivation au sein de la gouvernementalité. Alors quels facteurs peuvent générer cette micro-environnementalité dans le cadre du programme d'écotourisme? Il y a d'abord l'éducation avec la mise en place d'une jungle school, c'est une école de la forêt qui est pour les populations locales, qui permet d'apprendre en fait le fonctionnement écologique des forêts et comment rendre ce fonctionnement écologique le plus viable possible, mais aussi par le biais de cours payants pour les touristes. Le fait de promouvoir aussi un style de vie dans le cadre de l'organisation d'événements. Alors là, vous avez la photo du festival Messarkoun, qui célèbre en fait la connexion et la dépendance très profonde qu'il existe entre les populations locales et leur environnement naturel. Et la plus grosse partie, c'est la conservation les initiatives de conservation et de restauration. C'est par exemple l'utilisation d'une partie du bénéfice du programme de homestay qui est réutilisé pour la conservation des forêts, ou la création de corridors écologiques, ou encore... c'est tout. Non, si le nettoyage de plusieurs lacs... voilà. Et enfin, le dernier facteur est le fait qu'il faille en fait suivre des règles très strictes à propos de l'environnement si on veut ouvrir un homestay. Et c'est par exemple le fait qu'il ne faut jamais avoir transgressé les règles de la gestion communautaire de la forêt dont je vous parlais au début pour pouvoir en fait intégrer ce programme. Et quelles sont donc les conditions de possibilité de ce processus de subjectivation? Donc 2 points déjà pour les propriétaires de homestay et militantes. En fait, j'ai remarqué que ces 2 sous-catégories n'avaient pas les mêmes buts initiaux. Donc pour les propriétaires de homestay militantes, elles ont d'abord la volonté de diffuser une sorte de gestion de l'environnement au sein de la communauté, puis ensuite ça c'est une hypothèse, elles auraient la volonté de verdir leur image pour légitimer leurs actions auprès d'ONG ou encore de touristes sensibles à la question environnementale. Le deuxième point, pour les propriétaires de homestay, leur intérêt initial est d'abord le gain financier qui est permis par le programme de homestay, puis ensuite la motivation de rencontrer des gens et de découvrir d'autres cultures via le contact avec les touristes. Donc les conditions de possibilité et donc les buts initiaux n'étant pas les mêmes, et cela peut expliquer aisément que les récits à propos de l'environnement ne sont pas les mêmes. Donc, la conclusion repose sur en fait 4 points. D'abord, ici, l'environnement devient en fait une forme de gouvernement par diverses tactiques et la mise en place de divers processus d'acceptation sociale. Et ensuite, le fait de devoir se conformer à une gestion environnementale particulière devient une condition pour améliorer sa qualité de vie. Et un type de discours particulier organise donc les relations sociales et une partie de la communauté. Pour autant, la différence de discours, de récits à propos de l'environnement de ces 2 catégories d'acteurs montre quand même qu'il y a un manque de processus de subjectivation et qui est quand même normalement inhérent à la gouvernementalité. Merci. Donc, merci Mauve pour ton exposé qui est extrêmement clair et extrêmement intéressant, qui pose des problèmes de rapport de force au sein d'un groupe qui sont pas si simples qu'il n'en paraît, qui sortent d'un certain nombre de clichés. On va garder les questions pour la suite et là on va avoir un exposé fait par 3 personnes. J'avais insisté tout à l'heure en disant qu'un des points importants pour aborder l'environnement, c'est d'être capable de faire la synthèse entre des disciplines distinctes. Et ici, vous allez entendre jouer en trio, ou presque en canon, on va dire,
quelqu'un qui est ethnographe de l'urbain, quelqu'un d'autre qui est urbaniste et quelqu'un d'autre qui est formateur et écrivain. Alors je vous laisse le soin de deviner qui est qui, parce que c'est un jeu qui est assez intéressant. Et le site étudié est alléchant comme l'était le précédent, puisqu'il s'agit de cet idéal mer Méditerranée dont vous savez qu'en matière de tourisme, elle véhicule pas mal de clichés. Merci. Alors bon, nous allons vous donner ici un petit aperçu de la manière dont nous avons travaillé et comment nous avons abordé la question de la nature ou des natures en ville croisée avec celle des mécanismes de construction du vivre ensemble lors de notre résidence d'artistes et de chercheurs à la Fondation Camargo à Cassis pendant 3 semaines durant les mois de décembre et janvier, donc janvier de cette année et décembre l'année dernière. Donc on a commencé la matinée avec des résultats d'une autre résidence. Nous n'avons pas la prétention d'offrir ici des résultats, peut-être simplement de donner à voir et entendre une première étape d'une réflexion en cours où nous ouvrons un pli du territoire cassidin pour mettre en lumière des tensions qui ont sculpté et continuent de sculpter son paysage. Alors, avant cela, on va rapidement contextualiser la ville de Cassis et ensuite nous parlerons brièvement de la manière dont nous avons travaillé. Nous ne pourrons pas le détailler autant que ce qu'a fait Karen Hull ce matin, mais dans sa présentation, nous sommes vraiment beaucoup reconnus, même si la configuration de notre équipe elle n'avait pas exactement les mêmes géométries que la sienne. Alors, notre équipe, à part les 3 membres qui sont ici autour de la table, il y avait également Henrik Sturm, artiste promeneur et enseignant à l'école d'art de Toulon, et Lourdes Segade, photographe qui est résidente à Barcelone. Donc, il faut préciser également que cette résidence, elle est cofinancée d'une part par le LabEx-Med d'Aix-Marseille Université, qui s'intéresse particulièrement au travail collaboratif en divers champs disciplinaires, et d'autre part la Fondation Camargo, qui est une fondation privée issue d'une donation d'un artiste américain de l'avant-garde new-yorkaise, Jerome Hill, qui était peintre, compositeur, réalisateur, etc. Donc, dans notre réponse à l'appel à projet était focalisée sur des questions, comme je l'ai précisé avant, autour du rapport ville-nature, mais aussi de l'élaboration du vivre ensemble, que nous avions l'ambition de décrire ou d'écrire de manière polyphonique et en croisant nos regards formés ou déformés dans des champs disciplinaires bien distincts. Au cours de notre résidence, nous avons été aussi fortement marqués par la lecture d'un texte de Bruno Latour de 2009 intitulé « La mondialisation fait-elle un monde habitable ?» dans lequel Bruno Latour rappelle donc les difficultés de la représentation cartographique du territoire et avant de proposer de représenter le territoire plutôt par des listes. Les listes qu'il appelle d'entités dont on dépend pour subsister et celles des épreuves de ces items. Donc dans cette perspective, la description du territoire, ça passe plutôt par des chaînes de besoins, d'envie et des souffrances engendrées lorsque nous voyons entrer et sortir ces items de nos listes. Donc cette manière de représenter le territoire met en avant, comme l'a dit tout à l'heure aussi Yannick Rupala, que le futur sera commun, non, et que donc ça nous oblige à embrasser la transformation de tous les lieux, de tous les territoires, avec des dépendances et des attachements. C'est une vision aussi qui insiste sur les notions de confort et d'habitude qui deviennent cruciales tout d'un coup et qui insiste plus sur la temporalité que sur l'espace. Bon, alors, cette posture que nous n'avons peut-être pas adoptée jusqu'au bout parce que nous allons vous présenter des cartes, vous allez voir, mais néanmoins, elle nous a fortement travaillé tout au long de notre résidence. Alors, brièvement, pour présenter en 3 points les grands partis pris que nous avons eus pendant cette résidence. D'une part, il y a eu une volonté de recherche, une volonté et une recherche d'écriture en voulant rompre les modèles canoniques d'écriture, de rendu de recherche ou de la recherche dite scientifique. Et ensuite, nous avons voulu avoir une approche par la matérialité. Donc, avant toute chose, plus que de nous plonger dans des écrits,
ce qui est la démarche habituelle des sciences humaines et sociales, non, nous avons fait corps avec le milieu, pour reprendre un terme dont on a débattu aussi hier, au travers de nos arpentages qui étaient parfois collectifs, en duo, en trio, ou encore parfois aussi en solo de la ville. Donc là, vous avez sur la diapo tous les parcours que nous avons faits dans cette ville. Nous sommes empaysagés pour mieux nous dépayser. Hein. Donc, ça veut dire que nous avons bousculé nos routines et nos habitudes, nos points de repère, tant dans le quotidien que dans nos pratiques habituelles de recherche. Donc, venant en contrepoint de la vision commune où le territoire cassidin peut être facilement embrassé en un seul panorama et décrit en une image séduisante, comme celle que la phrase là que vous avez ici dessous, avec ces balades, très rapidement, on a eu l'intuition qu'il y avait une partie protégée de la ville et une autre beaucoup plus dépréciée, voire marginalisée. Et ça s'est confirmé, cette intuition, par exemple, avec ces cartes... Cette carte mentale que nous a produit un cassidin qui vient de familles sur plusieurs générations qui habitent Cassis, hein, qui ignore complètement une partie de la ville, et c'est cette partie-là qui nous a intéressés. De même que la carte des vœux 2015 met vraiment l'accent sur ce petit Cassis qu'on a parlé de secret et qui ignore complètement, je ne sais pas comment le pointer, voilà, qui ignore complètement, enfin qui empêche de voir cette partie qui nous a intéressés nous. Voilà. Donc c'est sur cette piste-là que nous sommes ensuite attelés à creuser en essayant de déplisser ce qu'on a appelé le dépliement du pli du vallon des brailles, pardon, j'y arriverai, excusez-moi. Et alors un des derniers, disons que postulats, la dernière posture, c'est plus que des résultats, hein, parce qu'en 3 semaines c'était quand même trop court pour faire une recherche en bionie du forme. Donc notre volonté a été de poser des questions. Donc nous nous sommes imprégnés des questions des uns et des autres et avons été influencés aussi par les questions de recherche qui hantaient chacun d'entre nous. Et pendant une bonne partie de la résidence, d'ailleurs, elle a été consacrée à la recherche, à cette recherche des bonnes questions, en faisant l'inventaire d'objets de curiosité, on pourrait dire, à la manière des cabinets de curiosité des chercheurs du début du XXe siècle, non, qui ouvrent des questions et nous permettent de décaler notre regard, de déranger, perturber l'image communément partagée de cette ville, et qui, depuis quelques années, cherche aussi à se placer parmi les top 10 des destinations convoitées par le tourisme, tant au niveau national qu'international, tel que l'a d'ailleurs très clairement et ouvertement déclaré Madame le maire dans ses discours de vœux 2015. Très bien. Moi, je vais continuer en brossant un portrait extrêmement rapide du contexte de ce territoire cassidin, pour dire que c'est une petite ville de 7000 habitants qui côtoie directement la deuxième grande ville de France, c'est-à-dire Marseille, sauf qu'entre les deux, on a un massif très important qui est le massif des Calanques, hein, donc de collines, et qui vient la détacher de cette grande ville qui fait peur aussi, on y reviendra. C'est une ville qui, en janvier prochain, fera partie de la métropole Aix-Marseille-Provence, et qui en même temps a tout à fait une spécificité dans sa région locale, dans la mesure où elle est notamment caractérisée par un accueil résidentiel des classes supérieures, en grande partie notamment venant d'un déplacement aussi de la bourgeoisie marseillaise, hein, tel que ça a pu être déjà étudié, et qui présente aussi sur son territoire bon nombre de résidences de villégiature, hein, compte tenu de ces aménités, à la fois du bord de mer, mais aussi de paysages contrastés. Donc ce mouvement, hein, de spécialisation finalement du territoire dans l'accueil de ces populations s'amorce notamment entre les deux guerres, lorsque Cassis devient une station climatique et se tourne de manière évidente vers la manne touristique locale et internationale, et en même temps, parallèlement, avec une création de premiers lotissements résidentiels réservés justement à cette bourgeoisie tout à fait en bord de mer. Mais l'année 1930, c'est aussi une année qui va avoir un affrontement extrêmement fort entre acteurs locaux à propos du projet d'une modernisation d'une cimenterie qui est au nord de la ville. Et ce projet est finalement
accepté par l'institution départementale, mais en même temps la singularité de Cassis dans son contexte local, c'est-à-dire entourée de villes, que ce soit au nord, à l'est ou à l'ouest, ouvrières et portuaires, est désormais tracée. Donc pour elle, il va s'agir aussi de se détacher de cette image industrielle qui était marquée jusqu'à présent par une exploitation des carrières de pierre, qui en a fait aussi grandement sa renommée, mais aussi des cimenteries, des sécheries de morues, puisqu'il y avait une activité portuaire assez conséquente. Et ainsi, la silhouette de la ville va se modeler conformément à sa situation à l'entrée des Calanques. Et les premières qui vont être protégées sont celles, d'ailleurs, par rapport à ce massif, ne sont pas celles qui sont du côté de Marseille, mais qui sont celles qui sont du côté de Cassis. On peut d'ailleurs remarquer que la première carte qui a été faite par la Société des excursionnistes marseillais par rapport à ce massif de Calanques qui est très important et qui va jusqu'à Marseille, concerne en fait la partie Cassis. Donc ce mouvement en fait s'accompagne d'une double logique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément toujours une reconversion. Par exemple, sur cette carte, on peut voir que l'usine, peut-être tu peux montrer, juste voilà, qui est le port de Cassis, dont on voit bien dans les années 30, qui reste encore finalement assez petit. L'essentiel de la ville est hors de la carte, sur sa droite. Mais on voit que le bord du littoral est encore pris par des activités industrielles. Et donc, 10 ans après, il y a une reconversion qui va se faire au profit, évidemment, de la résidence et des activités de tourisme. Mais il y a aussi une autre logique, et c'est une logique qui nous a particulièrement intéressés, qui est celle de la coexistence, et notamment en ce qui concerne cette exploitation des pierres, et qui va durer jusque dans les années 80, et qui nous renvoie du coup à la question de la temporalité longue, dans laquelle on voit bien qu'il n'y a pas de phénomène forcément de rupture très violent, et que, comme tout territoire, justement, c'est un territoire qui contient des blessures et qui sont plus ou moins cicatrisées. Il est des mots qui surgissent comme ça, un matin de rendez-vous au beau window, face au paysage de Cassis, et cicatrice fut de cela. Cicatrice, un mot qui porte sa trace en ses lettres, en ses sonorités, un mot qui porte le choc de ses syllabes, si, ca, des cassures dans sa chair, l'avers et l'envers d'une scission souterraine. Il y a de la plaie et de la blessure, du dur et du souple, du glissement et de la rupture, car le mot porte sa séparation, mais aussi sa réparation en suspens, trice, à jamais stigmate d'une lésion. À la surface, une suture, une brèche colmatée. Et si Cassis m'était compté à travers ses cicatrices, ses traces et ses indices, une calanque, un cap, un castel, une cale à l'abri des vagues qui déferlent et s'abattent en cataracte sur la digue et le phare, des ruelles étroites, failles parfois végétalisées, ruisseaux sous la pluie, un peu de vert sur le gris. La ville se raconte avec aplomb, la mer, la pierre, le vin, inscrits au fronton de l'entrée. La ville se raconte à la pique de ses falaises souveraines, de ses falaises canailles, dominantes et plongeantes, dans ses plis et ses bourrelets, ses collines apaisantes glissant vers la crique. La ville s'écrit ainsi dans ses aspérités entre douceur et brutalité. Mais attention, ne pas gratter la plaie. Effaçons les cabanons, baraques de tôles ondulées, de briques et de brocs, donnons du confort et du lisse aux invisibles. Les années finissent par couler sur les plaies, l'exil se poursuit dans le silence. Tunisiens de fond blanche, oublions, ou plutôt tentons d'oublier le passé, la longue traversée des 7 mers, des 7 lieux, la coupure d'avec le pays. M'arrête est si loin. Tunisiens, mes frères, gardons notre dignité sur nos visages burinés, passé, présent, futur, étrangers à jamais, à nos familles, à nos voisins. L'effacement impossible, indélébile. Une grève qui n'aura jamais pris, l'éphémère demeurera jusqu'à la rupture finale. Effaçons usines, carrières, cimenteries et ruines, plaies du paysage, du vert sur du blanc, du vert sur du bleu. Le bleu, couleur de la disparition. La ville s'écrit et se met en scène entre flots et défilés de ses étés en pente douce, entre 4 saisons, dans les ruptures de rythme, dans ses plis et ses creux,
entre pleins et déliés. Matisse y a peint la danse, entre ombre et lumière, tant de peintres se sont laissés éblouir par l'éclat de ses couleurs. Virginia Woolf a songé aux vagues, à la promenade au phare. Le Living Theatre y a fait escale le 29 juillet 1967, 2 ans avant Avignon, avec Frankenstein en première mondiale. « Il m'a semblé vivre mon autopsie en état d'éveil », s'est écrié un journaliste. Alors, malgré elle, la ville s'est écrite aussi dans les cris et le scandale, avec la complicité de Jérôme Hill et du Théâtre quotidien de Marseille, pour une rencontre des exilés, des expulsés et des maudits. Le temps a passé, les avant-gardes se sont tues, mais la ville s'écrit toujours dans le déploiement de son panorama, dans le visible et l'invisible de ses traumatismes, dans la lumière et ses bleus, en trompe-l'œil. La cicatrice est-elle soluble dans le paysage ? Voilà, cette géopoétique cristallise en fait des situations vécues, travaillées en résidence, et nous permet d'introduire la cicatrice ou la brèche de ce vallon des Brailles, dont nous avons l'intuition que c'était une partie malmenée de la ville. Donc ce vallon dont on en voit ici une ancienne reproduction, en fait est un vrai pli géographique majeur dans le territoire cassidin, mais il a été aussi pour nous une opportunité de comprendre les mutations du territoire et ses dynamiques invisibles. Au-delà, il confirme notre première intuition d'une découpe du territoire cassidin entre Est et Ouest, et aussi entre Sud et Nord. À la fracture physique se superpose une fracture sociale. En effet, le Vallon est le témoin du passage d'une activité à l'autre, de l'industrie au tourisme et à l'économie du bâtiment. On voit ici donc les ruines d'une usine de fer qui n'a fonctionné que 4 ans. Dans les années 1860, ça veut dire que nous en sommes à peu près à 150 années de délaissés, pour faire référence à une intervention d'hier, par rapport à 4 ans de productivité. Et on voit aussi également en arrière, le site d'exploitation de carrière qui a été arrêté dans les années 80. Et en contre-haut, on devine aussi ces exploitations de carrière. Ces exploitations modèlent le milieu anthropique et le socle naturel en est profondément bouleversé. L'abandon de l'exploitation de ces carrières conduit à un processus dans lequel la nature reprend ses droits et qui peut aussi se trouver protégée de manière institutionnelle, notamment à travers le dispositif des secteurs classés et Parc national des Calanques. On voit ici en même temps une carrière qui est complètement abandonnée et laissée, y compris avec ces pierres qui en ont été extraites. Mais le plus souvent, le bouleversement du socle topographique devient le support d'urbanisation. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans le Vallon, un projet d'hôtel 5 étoiles est prévu. Compte tenu de leur localisation en pleine nature, à l'interface, le passage d'un état à l'autre, c'est-à-dire de l'exploitation à l'urbanisation, est propice à des usages de transition pouvant durer des décennies, tels qu'habitat précaire et activité à la marge. Le Vallon nous permet donc de plonger dans des rapports de force invisibles qui ont forgé et continuent de forger le territoire cassidin. Nous découvrons à travers cette carte un certain nombre de parcours invisibles, de flux invisibles que nous avons voulu montrer. Les traits bleus représentent en fait les rivières mystérieuses, puisqu'on est ici dans une formation de karst et qui a donc des propriétés très particulières au niveau hydrologique. On a en rouge ce qui est mis en lumière aujourd'hui pour le dénoncer, c'est-à-dire la pollution des boues rouges de l'usine d'Alumine de Gardanne, qui est au nord à peu près à 30-40 km, et qui se déverse directement dans le parc national des Calanques, qui est aussi un parc marin. On a aussi, ça c'est le trait pointillé noir, des parcours un peu célébrés qui correspondent en fait à une cérémonie faite en mémoire des morts de la peste qui ont été enfouis dans le sable de la plage des Bestouans, qui est au débouché de ce vallon. Et puis nous avons aussi un parcours vert, qui est un parcours effacé. Il s'agit du parcours de vie d'un groupe de travailleurs étrangers dans des carrières de pierre, qui est resté pendant 40 ans dans cette ancienne carrière de Font-Blanche, tout à fait au nord, donc, qui est le dernier point. Donc en janvier, nous avions invité Saïd Belguidoum,
sociologue, ethnologue, pour qu'il nous parle de son terrain de 9 mois qu'il avait réalisé en 96-97 auprès de ceux que différents médias ont popularisés sous le nom des oubliés de Cassis. Habitant d'un village muet, un village d'hommes sans femmes ni enfants, resté à Marette en Tunisie. Avec lui, nous avons décidé de partir sur les lieux de son enquête. Et nous avons retrouvé petit à petit les emplacements et compris comment ces habitats, malgré leur précarité, avaient permis à ces hommes de vivre leur village, selon les termes de Saïd Belguidoum, en s'imposant des règles très strictes pour se protéger de l'extérieur. Pas d'alcool, pas de femmes, pas de réparation de voitures qui pouvaient attirer l'attention, ne pas descendre en ville à plus de 2 ou 3. Ces hommes ont duré dans le provisoire, pour reprendre toujours Saïd Belguidoum, en s'interdisant d'améliorer leur quotidien, alors que par ailleurs, ouvriers du bâtiment sur les grands chantiers de la ville et alentours, pour la plupart, ils auraient pu aisément construire leur habitat. Ce lieu refuge à l'abri de regards, de ce lieu refuge, ils se protègent d'une altérité dont ils se méfient, mais aussi d'une société au sein de laquelle ils se savent non désirés. Ces habitants se sont rendus pratiquement invisibles dans le paysage cassidin et leur lieu de vie, plus qu'oublié, a été invisibilisé par les autorités. Voilà. Comme on peut le voir par exemple sur cet extrait du plan d'occupation des sols qui présente le site où il y a le bidonville et qui n'en parle que comme comme utilisé comme une zone sportive et de loisirs. Si on continue de voir un petit peu ce parcours, donc ce point de départ, vous avez ici en gros la tâche urbaine, les zones agricoles en jaune, les points rouges, c'est l'habitat social. En fait, on a essayé de refaire un petit peu le parcours pour comprendre comment ils en étaient arrivés tout à fait au nord. Le point de départ, grosse surprise pour nous, c'est la fondation de Camargo, c'est-à-dire un des bâtiments de la fondation, l'hôtel Panorama. Le deuxième parcours, c'est l'utilisation d'un délaissé, un de plus qu'on avait, une ancienne carrière abandonnée. Ce qui est assez violent dans ce que nous avons découvert, c'est qu'ils seront expulsés de ce premier bidonville qu'ils ont construit pour faire place à une opération de logement social dans laquelle on ne leur a pas fait de place. Donc ils vont reconstruire. Donc toujours pareil, on comprend qu'il y a un contrat implicite avec la collectivité locale dans un lieu en dehors de la ville. Donc on les fait sortir de la ville. Voilà. Bon, j'arrête là. Ah bon, voilà, pardon. Alors je passe à la conclusion directe. Pour dire que on va passer. Voilà, je voulais juste commenter cette carte parce qu'en fait cette carte c'est le millefeuille des protections de la nature. Donc par rapport justement au contrepoint de ce groupe de travailleurs qui a dû trouver ses ressources pour sa survie et se protéger, on voit bien combien la nature a été, elle, surprotégée par tout un tas de dispositifs. Et en même temps, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'aujourd'hui, il y a une situation de décroissance démographique dans la ville de Cassis et la municipalité se sert à la fois de ce régime de protection et donc d'un rétrécissement finalement de surface constructible possible et de cette croissance démographique pour justement se soustraire à l'obligation de construire les 25% de logements sociaux. C'est-à-dire que cette idée que effectivement la protection de la nature puisse aussi servir à se protéger, à se replier, à aussi marquer ses limites dans une agglomération qui peut faire peur, reste d'actualité. C'était déjà convoqué dans les années 70 au moment du classement du site des Calanques et ça le reste encore aujourd'hui. Donc juste pour terminer, c'est dire qu'effectivement cette question des relations dans le milieu, entre milieu et action de l'humain qui modèle et le transforme, ça a été le moteur de notre recherche pendant ces 3 semaines. On a bien vu que le façonnage de ce territoire par les différents acteurs et son décryptage permet de mettre en lumière également les mécanismes du vivre ensemble,
population rejetée et intégrée et stratégie par rapport à ça. Que les délaissés, alors contrairement à ce que nous avons entendu hier, qui peuvent effectivement apparaître comme souvent une forme d'expression d'une nouvelle démocratie, nous, on les a plutôt vus comme étant l'expression d'une mise à distance, enfin de l'utilisation comme une possibilité de mettre à distance une population qui était non désirée. Donc on apporte un contrepoint un peu plus pessimiste. Et puis la dernière grande question, effectivement, sur laquelle on tourne toujours, c'est de voir aussi, parce que peut-être ça n'a pas encore été abordé, combien non pas la prise en compte de la nature et de l'environnement, mais plutôt la manière dont on utilise les systèmes de protection de la nature, de la biodiversité, enfin quel qu'il soit, conduit aussi à des questions qu'il faut se poser et qui posent la question du repli, et non pas forcément de l'ouverture sur le monde tel que ça a pu être très largement présenté. Merci. Alors, merci pour ces deux présentations qui, dans un colloque sur les formes et l'environnement, ont plusieurs mérites. Le premier, c'est qu'ici, les formes, elles sont tout à fait particulières puisqu'on a deux milieux fortement impactants. D'une part, un milieu de haute montagne, parce que même s'il y a de la forêt, on est à des altitudes qui se mesurent en milliers de mètres, et ça implique un certain nombre de contraintes qui sont beaucoup plus fortes que dans tout ce qu'on a vu auparavant. Et d'autre part, un milieu marin. La mer Méditerranée, inutile de vous dire que c'est une mer qui a beaucoup de particularités, et quand on sait que s'y déversent les produits de l'usine de Gardanne, alors qu'on est là où des grottes sous-marines contiennent des peintures sous-marines explorées en plongée, on se dit qu'effectivement, il y a un enjeu patrimonial et un enjeu environnemental. Donc, un des premiers points de ces deux communications, c'est un point commun au-delà de toutes les différences, c'est qu'ils ont affaire à des formes qui intègrent la notion de milieu, telle qu'elle a été définie hier, d'une façon qui est tout à fait... J'ose pas dire déterminante, parce que pour un géographe, on ne le dit pas, mais je pense qu'il y a une forme de détermination qui est assez forte. La deuxième chose, c'est que dans les deux cas, on a vu qu'on instrumentalisait des politiques de protection pour que ça ne serve pas également à tout le monde. Et elles sont au moins aussi discriminantes que protectrices. Dans un cas, c'est à l'intérieur du groupe des femmes où certaines ont des avantages que d'autres n'ont pas. Dans d'autres cas, c'est à l'intérieur d'une population de travailleurs qui bossent dans les carrières de calcaire, avec tous les dangers que le relief karstique implique, et qui, ma foi, n'ont pas droit aux mêmes logements sociaux que les autres. Donc on a ici deux communications qui sont extrêmement intéressantes, parce qu'elles interrogent la notion de forme, elles interrogent la notion de milieu, et elles interrogent la notion de conflit, et pas selon des modalités habituelles. J'espère que ça va susciter beaucoup de questions. La question de récit, quand même. Et la question du récit. Que le conflit et le paysage soient mis en récit avec beaucoup d'allitération en cas pour le Cap Canaille, comme pour Cassis, comme pour les carrières et les cabanons, respect. C'est plus un commentaire parce que depuis ce matin, donc, on écoute à des interventions qui nous font beaucoup réfléchir sur le bougement des lignes, je ne sais pas si on dit comme ça, le bougement des lignes entre objectif et subjectif du point de vue des modes de connaissance. Et qu'on mette en œuvre alors soit des récits aux formes particulières, ceux de Karen Hull qui font intervenir une dimension scientifique ou des bouts de textes scientifiques, que ça soit à votre manière en faisant intervenir des modalités qui soient propres aux sciences sociales et humaines du point de vue de la recherche et que vous les fassiez rentrer dans le récit, ou que ça soit par des alliances entre des chercheurs et des écrivains. Il y a différences où, par exemple, comme les femmes que tu as, qu'Émilie a cité ce matin en parlant des récits de protestation anti-nucléaire qui font intervenir des dimensions finalement de connaissances objectives regardant ces centrales nucléaires pour monter leurs récits et leurs protestations. J'ai l'impression qu'il y a en commun et travailler, c'est de bouger ces lignes-là. Par rapport au texte que vous avez lu, que j'ai trouvé très beau, je voulais savoir à quelle place il avait dans ce projet-là, s'il était plus long, s'il était édité. Non, c'était un exercice d'écriture. En fait, c'est parti sur un exercice d'écriture à partir du mot cicatrice, comme je le dis au départ. Mais pendant la résidence, on a tenu un journal de bord, chacun, à peu près.
Et moi, j'ai tenu un journal de bord et un journal de résidence, c'est-à-dire qu'à la fois, je tenais le journal des interventions des uns et des autres, parce qu'on a énormément travaillé de manière effervescente. Et c'était en plus le souhait de la nouvelle directrice de la Fondation Camargo, Julie Chenot, donc dans un article de Télérama que vous pouvez retrouver, où elle a été invitée à parler de la Fondation Camargo. Et nous, on était tout à fait là dans ce dispositif-là, parce que moi, je suis assez pas tout à fait éloignée de leurs préoccupations, mais ça m'intéressait beaucoup. Et puis, j'avais décidé d'être un peu l'écho, de me faire l'écho de tout ce qui se disait, se pensait, voilà, toutes les questions, les observations, etc. Voilà, donc j'avais un journal de résidence avec une écriture plus personnelle, plus intime, on va dire, mon ressenti, me trouver dans ce site, c'est vrai que c'était la sidération, parce que vous avez vu une vue du beau window, mais nous avions chacun un appartement. Alors c'était pas la petite maison en bois vitrée de Karen, mais on avait chacun notre appartement, et c'est devant ce beau window que nous nous réunissions matin, l'après-midi, le soir, enfin voilà. On en avait fait de notre maison commune. On était chacun séparés, on avait des espaces donc particuliers à chacun, l'appartement chacun, hein, quel luxe. Et puis cet appartement qui s'est trouvé être le mien, mais que j'ai partagé donc parce que c'était le plus grand avec cette grande salle de séjour. Voilà. Donc il y a eu plusieurs écritures, oui. Voilà. En particulier, j'ai fait un texte sur les oubliés de Cassis et j'ai travaillé un peu comme Karen, c'est-à-dire que Arlette m'avait communiqué l'étude de Saïd Belguidoum sur ce bidonville qui s'intitulait Les oubliés de Cassis, et je trouvais que c'était là par contre de ce que disait Karen, très chargé poétiquement, et je me suis dit c'est dommage que ça reste 10 pages comme ça et que ça ne soit pas partagé. Donc j'ai eu envie moi d'écrire en tissant ces mots, hein, ces expressions, etc., de le mettre en forme un peu comme je l'ai mis en forme là, voilà. Alors, je ne sais pas si c'est de l'éco-poésie ou de la géopoésie, je ne sais plus. Voilà. Mais c'était vraiment une belle expérience. Ben voilà, la Fondation Camargo, vous pouvez... Voilà. Entre justement des formes artistiques et des chercheurs, voilà. Et puis, bon, actuellement, il y a des résidents européens qui viennent d'un peu partout. Il y avait même une chorégraphe qui venait de Chine, et puis des Américains, quoi, voilà. Ça donne envie.